Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale PGE qui a été initiée par la CPME du Gard et nous sommes dans un lieu très symbolique, le bureau du directeur de la Banque de France à Nîmes. Avant de passer la parole à Xavier Perret qui va introduire cette émission qui va nous amener jusqu'à 19h30 maximum, je vais vous donner quelques recommandations techniques. La toute première, ça va être de couper vos micros. C'est devenu habituel dans des séquences en visio, c'est également la réalité pour ce soir. La deuxième, nous allons aborder durant l'émission plusieurs thèmes. Vous pourrez à tout moment poser vos questions sur le chat. Le chat servira en fait de base pour la séquence des questions-réponses qui viendra à la fin de l'émission. Voilà, donc en termes de préconisation, votre micro coupé s'il vous plaît, et puis également utilisez le chat pour, au fil des thèmes, poser vos questions. L'émission va être complètement enregistrée et vous pourrez la revoir lorsque vous le souhaitez. Je le dis pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il va y avoir sûrement beaucoup d'informations partagées et également quelques informations chiffrées, techniques. Vous pourrez, à travers la reprise de cette émission, revoir les graphiques, les chiffres clés qui vous seront transmis, partagés. Voilà pour les quelques préconisations techniques. Et je passe tout de suite la parole à Xavier Perret, le président de la CPME du Gard. Voilà. Alors, elle est où la caméra? Parce que moi, j'ai l'habitude des webinaires, mais comme ça, jamais. Alors, donc, merci déjà à ceux qui sont connectés, ceux qui vont se connecter pour un webinaire que je suis sûr, sera riche en enseignements. Bon, la CPME Gard, vous connaissez, et dans nos actions de conseil, d'accompagnement et de défense des TPE-PME, on a choisi de parler du thème du PGE, cet ovni financier, qui nous a été proposé dès 2020 par le gouvernement pour soutenir l'activité. C'était dans un but louable, dans le but de soutenir l'activité coûte que coûte. Mais il est temps maintenant de faire un point sur cette nouveauté. Ça fait qu'1 an que ça existe. Donc, où en sommes-nous? Qu'est-ce qui va se passer avec ces PGE? J'ai noté déjà qu'il y a beaucoup d'entreprises qui disaient qu'elles ne seraient pas capables de les rembourser. Celles qui peuvent le faire, doivent-elles le rembourser immédiatement? Enfin bon, c'est des questions donc, qui se posent. Et je pense que ce soir, on aura beaucoup de réponses vu la qualité des intervenants donc, que je vais citer. Alors là, je les ai notés pour n'oublier personne. Donc, monsieur Philippe Seigne-Valex, directeur départemental de la Banque de France, qui nous accueille chaleureusement aujourd'hui. Monsieur François Bolu, directeur régional Gard Ardèche BPS et président du comité des banques du Gard et de la FBF. Magali Adel, directrice d'agence BPS Nîmes. Et Michel Dubois-Dengen, fondateur de Venus for Bank, préparateur aux négociations bancaires. Merci Xavier pour ce chapeau d'introduction. Michel Dubois-Dengen qui est en ligne, en fait, qui pourra intervenir à tout moment, comme on le reconnaît bien, durant toute cette émission. Philippe Seigne-Valex, merci vraiment de nous accueillir. C'est une sorte de première, effectivement, avec les moyens techniques de Tessu de production qui ont été déployés pour organiser une émission d'un format original par rapport au visio que l'on a trop souvent vu et revu depuis 1 an. C'est un autre format. On espère que ça génère une forme de dynamique. Le PGE, Xavier Perret le disait, est un outil au service de l'économie. Où en est l'économie aujourd'hui? Commençons par cette question. Ok Vincent, et puis merci d'avoir investi mon bureau. C'est effectivement une première. Et c'est avec plaisir donc, qu'on organise cette réunion à partir de ce bureau. Donc, où en est l'économie actuellement? En fait, notre économie fonctionne actuellement à 95% de ses capacités. Alors, ce n'est pas la Banque de France qui le dit, ce sont les chefs d'entreprise que nous interrogeons tous les mois qui nous le disent. Et nous leur demandons chaque mois à 8500 chefs d'entreprise au niveau national, une petite centaine au niveau du département, comment se situe leur activité par rapport à une situation normale. Et c'est en agrégant toutes les réponses des chefs d'entreprise qu'on arrive à ce chiffre de 95%. Donc ce chiffre, on l'a atteint dès le mois de décembre. Et depuis décembre, on est sur un plateau et on pense aussi que l'activité sera à peu près aux environs de 95% pour le mois de mars. Si on remonte en arrière, il y a 1 an, en fait, au mois de fin mars et début avril, on était fin mars à 82% des capacités de fonctionnement. C'était le tout début du confinement. Mais en avril, un mois plein de confinement l'an dernier, on était à 69%. Donc, on avait perdu 30% de produit intérieur brut par rapport à une situation normale.
On est remonté très vite à 97% en septembre. Et puis, on a eu un nouveau confinement. Mais maintenant, on sait mieux gérer les confinements d'un point de vue économique. Ce qui fait que la décélération a été beaucoup plus faible puisqu'on est passé de 97 à 93%. Et depuis, nous sommes remontés à 95 et nous y sommes. C'est un genre de faux plat. Donc, ça frétille un petit peu, mais il va falloir du temps pour retrouver le niveau normal et on pense y arriver en début d'année prochaine. Donc, 95%, donc un plateau qui est peut-être un petit peu plus faible en Occitanie quand on raisonne en moyenne parce qu'on a une activité économique qui est très plombée par l'aéronautique et en partie aussi par l'automobile. Mais ce 95% correspond bien en fait à ce que l'on observe dans le Gard et au fonctionnement économique du Gard. Et donc toutes ces enquêtes que nous faisons chaque mois viennent confirmer notre prévision de croissance qui est de 5% pour cette année, 5% pour l'année prochaine et 2% pour l'année 2023. Ces prévisions vont être actualisées demain. Notre gouverneur prend la parole demain matin pour actualiser ces chiffres et il est très très probable que nous serons plutôt au-dessus de 5% du fait justement de ces bons résultats de nos enquêtes et de ce que nous disent les chefs d'entreprise. Le PGE a été mis en œuvre il y a un an, quasiment. Il y a un an, nous étions un dimanche à date. Le lundi, c'était le premier jour du confinement que nous vivions. Le PGE a été mis en œuvre une dizaine de jours de mémoire à peu près, après ce premier jour de confinement. Une rapidité assez extraordinaire pour une solution tout aussi extraordinaire et qui plus est sans visibilité sur ni l'ampleur ni la durée d'une crise qui arrivait. Comment était perçu le fait de pouvoir bénéficier du PGE il y a un an et comment cette même question est-elle vécue aujourd'hui par les entreprises qui peuvent jusqu'au 30 juin décider d'avoir recours au PGE? En fait, le PGE, c'est une réelle bouffée d'oxygène pour les entreprises qui étaient complètement dans l'inconnu. Alors, il y a eu aussi des reports d'échéances fiscales et sociales, mais ce PGE, qui est au maximum de 25% du chiffre d'affaires, a été pour les chefs d'entreprise une aubaine qui leur permettait de traverser la crise, de gagner du temps en fait. C'est bien l'objectif de toutes ces mesures, c'est de gagner un maximum de temps pour que les entreprises puissent résister à la crise et ensuite repartir et rebénéficier de la croissance. Donc le PGE, c'est pour gagner du temps, c'est pour que les entreprises n'aient pas de soucis de trésorerie puisque c'est le premier facteur de défaillance d'une entreprise, la trésorerie. Et donc, de cette manière-là, elles gagnent du temps et c'est la raison pour laquelle elles se sont précipitées dès le début pour demander un PGE aux banquiers. François Belu, vu des banques, quel a été l'écho, encore une fois, cette vie de terrain qu'ont les banques dans le Gard auprès des entreprises il y a un an sur ce PGE qui arrivait peut-être comme, oui, gagnons du temps, on ne sait jamais, ça peut servir, on ne sait jamais, par précaution. Et puis aujourd'hui, comment prendre une décision d'aller ou pas vers le PGE? Il y a un an, on en savait moins qu'aujourd'hui parce que tous les jours, la réglementation changeait. Et c'est vrai que et les chefs d'entreprise et nous, on a dû s'adapter rapidement. Et puis finalement, quand on regarde bien, il n'y a pas eu tant de morts que ça. Et quand le président du tribunal de commerce qui intervient souvent dit effectivement qu'il a une sinistralité qui est moindre que les autres années. Donc, cet effet un petit peu cataplasme, il a bien joué. Alors maintenant, le problème, c'est qu'on arrive à un an. Et qu'est-ce qu'on fait à un an? Et ça, après, ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que tout ce qui a été fait, ça n'a pas été de l'abandon de créances. Donc, il y a des choses qui ont été mises en place qu'il va falloir rembourser. PGE, prêt garanti par l'État, ça demeure un prêt et avec un contrat de prêt. Absolument. Et donc, avec une règle du jeu qui est connue, hein, ça se rembourse maintenant 5 ans. Donc, c'était 6 ans, donc une année de franchise, maintenant 5 ans. Alors, certains peuvent reprendre une année de franchise en capital, c'est-à-dire qu'ils ne paieront que les intérêts, mais ça veut dire qu'ils rembourseront à 4 ans derrière. Hein. Donc, ça reste un prêt sur 6 ans. Donc, maintenant, la vraie question pour un chef d'entreprise, c'est voir quelle va être sa capacité à rembourser cette somme. Absolument. Je vais interpeller Michel Dubois-Danguin, qui est un peu à l'autre bout de la France pour nous. Michel, merci d'être avec nous. On se connaît bien depuis quelques années car tu es expert APM et tu étais d'ailleurs venu à Nîmes il y a quelques années au club APM de Nîmes.
À l'époque, on ne parlait pas du PGE, mais tu nous parlais de la relation bancaire. Aujourd'hui, comment justement pouvoir travailler avec son banquier ce sujet du PGE? Commençons par la question de je n'ai pas de PGE aujourd'hui, j'ai encore quelques mois pour décider d'aller ou pas vers le PGE. Qu'est-ce qui peut me décider à y aller? Qu'est-ce qui peut me freiner pour y aller avant le 30 juin? Merci beaucoup de l'invitation. Effectivement, je vous parle en direct du Mans. Je vais dire que le PGE, c'est quand même un outil fabuleux. Personne n'aurait pu prévoir un outil aussi fantastique, c'est-à-dire qui finance de la trésorerie d'entreprise. Mais c'est non seulement un crédit, mais c'est un filet de sécurité. Je crois qu'il y a ces deux choses à prendre en compte pour un dirigeant. J'en ai évidemment besoin. Beaucoup d'entreprises l'ont utilisé parce qu'effectivement, sans ça, il n'y avait plus d'oxygène. Et maintenant vient le problème pour ceux qui n'en ont pas pris ou ceux qui en ont pris aujourd'hui un en tant que filet de sécurité. Et la question que se posent les dirigeants qui m'appellent tous les jours par vague, c'est de se dire, mais finalement, est-ce que ce PGE, si je le garde comme filet de sécurité, est-ce qu'il ne va pas venir peut-être comme ça, on empile des dettes effectivement sur les notations, sur les cotations, on en parlera sans doute tout à l'heure, c'est de se dire, est-ce que je garde ce PGE si j'ai des besoins plus tard? Ma réponse, elle est toujours très claire. C'est l'entreprise elle-même. C'est-à-dire qu'il est temps que les chefs d'entreprise prennent conscience de la portée, de la puissance d'un prévisionnel. Les prévisionnels que l'on fait souvent en entreprise sont les prévisionnels d'exploitation. Et là, je crois qu'il est temps avec le PGE de se dire qu'il faut passer à un prévisionnel de trésorerie. Autrement dit, toutes les problématiques de BFR aujourd'hui sont en cause. Et je vois beaucoup de dirigeants, j'en ai encore tous les jours pour savoir s'ils remboursent ou pas, qui, je pense, pourraient rembourser le PGE en condition de bien travailler leur BFR. Et je finirai peut-être avec une chose, c'est de dire que si on a trop de trésorerie, on a tendance à devenir feignant. Je le dis vraiment comme je le pense. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a trop de trésorerie va avoir tendance à laisser partir un peu ses stocks, son délai client, on connaît très bien ça dans la banque. Donc ce PGE-là, ça doit être éventuellement un filet de sécurité, mais il faut vraiment regarder ce dont l'entreprise a besoin demain. On n'a pas besoin de trésorerie pour la trésorerie. Ça ne sert à rien du tout. On a besoin de relancer l'investissement productif. On en parlera sans doute après avec les vagues de prêts qui arrivent aujourd'hui. C'est de se dire aujourd'hui pour un dirigeant, il va y avoir plein d'opportunités. On va redémarrer vraiment très fort. J'en suis convaincu. L'idée, c'est vraiment de se positionner sur son business model en faisant ce que les banquiers ont fait avec un génie absolu. Il faut quand même le reconnaître. À partir de 2008, les stress tests qui ont rendu les banquiers beaucoup plus puissants sur deux choses qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Combien de liquidités il me faut en cas de crise? Combien de fonds propres il me faut en cas de crise? Et je pense que le PGE et ce que l'on vit aujourd'hui est une formidable opportunité pour les dirigeants de se poser cette question. Et bien évidemment, mais on reviendra dessus, sur la qualité des contrats de prêt. Je crois que les dirigeants se trompent souvent quand ils négocient un crédit. Ils signent un contrat de prêt, je le dis toujours. Le PGE, c'est finalement une marque. À l'intérieur, il y a le PGE Banque Populaire, qui a ses spécificités. Il y a celui de la Générale, qui a d'autres spécificités. Et celui du Crédit Mutuel, qui en a encore d'autres. Donc, quand on me parle PGE, j'ai plutôt tendance à parler de contrat de PGE et de dire aux dirigeants, d'abord, ce filet de sécurité, regardez comment il va être coté par vos banquiers. Donc, le dialogue est éminemment important avec votre banquier pour comprendre les répercussions dans ces systèmes de notation. Et deuxièmement, avec la Banque de France, qui est un allié, on ne le dira jamais assez, qui est un allié vraiment des dirigeants, qui en ont souvent peur en se disant oh, c'est le surendettement, en se disant il faut aller voir la Banque de France pour comprendre ces systèmes d'algorithmes et de notation qui sont et qui vont devenir fondamentaux. Alors Michel, je vois le sourire de Philippe Sénéval-Alex, heureux d'entendre effectivement cette perception d'une Banque de France alliée des entreprises. C'est une réalité que l'on connaît bien quand on côtoie régulièrement la Banque de France et j'ai cette chance-là. On le voit également à travers l'un des kakémonos qui sont derrière nous dans le décor sur mes questions d'entrepreneurs. Il y a une écoute des entreprises, alliées des entreprises. Que peut faire la Banque de France aux côtés des entreprises dans cette problématique du PGE, des choix à faire et ensuite des discussions à avoir avec le monde des banques? Bien, je vais peut-être reprendre rapidement les modalités de remboursement du PGE et ça permettra de répondre justement à cette question. Donc, les PGE sont des prêts garantis par l'État, donc effectivement, ce sont des prêts
donc ils doivent être remboursés. Et les modalités de remboursement sont prévues dès le départ, elles ont été prévues en fait. Et ce qui est exceptionnel, enfin il y a beaucoup de choses exceptionnelles dans le PGE, mais ce qui est exceptionnel, c'est que c'est le dirigeant qui a la main et qui décide des modalités de remboursement. Et donc dès le départ, il a été prévu qu'il y a un moratoire de 12 mois, donc 12 mois pendant lesquels l'entreprise ne rembourse rien. Et ensuite, le dirigeant doit faire part à son banquier de son souhait, des modalités dans lesquelles il souhaite rembourser son PGE. Et donc, il a ensuite la possibilité soit de tout rembourser d'un coup, soit de rembourser sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Ce qui a évolué au fil du temps et au fil de la crise sanitaire, c'est qu'il est possible de demander un moratoire supplémentaire. Mais là, c'est une demande du chef d'entreprise au banquier et le chef d'entreprise n'a pas tout à fait la main. Donc, il faut qu'il y ait un accord entre le chef d'entreprise et le banquier. Mais les banquiers se sont engagés, alors je crois que François Beaulieu ne me démentira pas, à regarder au niveau national de manière très, très bienveillante toutes les demandes des chefs d'entreprise qui demanderaient un moratoire supplémentaire. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ça ne modifie pas la durée totale d'amortissement. Donc, si on a un premier moratoire de 12 mois, on a le choix d'amortir sur 5 ans ensuite. Si on a un moratoire de 12 mois et un deuxième moratoire de 12 mois, il y a 1 année de moins pour amortir puisque la durée totale reste à 6 ans. Donc, pour tout cela, et je rejoins ce que disait Michel tout à l'heure, il faut absolument faire un prévisionnel et notamment un prévisionnel de trésorerie. Et donc là, les dirigeants, ils ont plusieurs possibilités. Soit ils ont des compétences en interne et ils le font. Les plus grandes entreprises le font. Les entreprises plus petites n'ont pas forcément les compétences en interne, mais elles ont tout un expert comptable qui peut leur faire. Et puis, Vincent, tu me disais que peut faire la Banque de France. Nous mettons à disposition des chefs d'entreprise une prestation qui s'appelle Opal et qui est sur notre site internet, donc Banque de France, rubrique entreprise. Et cette prestation, du fait de la crise, nous la délivrons gratuitement. Donc, c'est un outil en fait qui permet de faire des prévisions. Alors, il permet d'abord de faire un diagnostic de son entreprise, il permet de se comparer à son secteur d'activité, donc on compare ses performances, sa structure par rapport aux entreprises du même secteur d'activité, et on peut faire aussi des simulations. Et ma préconisation, c'est de faire une simulation, un peu ce qu'on a demandé aux banques dans les stress tests, une simulation catastrophe, et puis faire peut-être une deuxième simulation qui est la plus probable. Et de cette manière-là, on a des rails, et à l'intérieur de ces rails, on sait à peu près où on va aller. En plus, la Banque de France, comme je l'ai dit en introduction, fait des prévisions économiques qui permettent aussi de baliser un petit peu le terrain. Et donc, avec tout ça, on peut faire un business plan, on peut faire des prévisions de trésorerie. Et ça permet d'aller voir son banquier en disant, eh bien voilà, compte tenu de mes prévisions et du travail que j'ai fait, voilà la manière dont j'aimerais rembourser mon PGE. Qu'en pensez-vous ? Et à ce moment-là, il y a un dialogue qui s'instaure. Et puis, il y a une autre possibilité, mais là, ce n'est pas la Banque de France, c'est François Beaulieu qui va nous en parler. Je crois que les banquiers mettent aussi à disposition des chefs d'entreprise des simulations ou des outils ou différentes possibilités de rembourser un PGE, ce qui permet aussi aux chefs d'entreprise d'avoir quelque chose qui est modélisé par certains banquiers. Test, effectivement, un mot, il faut se lancer pour le prononcer la première fois, non pas la première fois, mais vous avez été deux déjà à l'évoquer, cette importance effectivement du pilotage financier. On peut dire que la France en général a des entreprises dont la culture financière n'est pas au top du niveau européen. Ça, c'est un fait, effectivement, donc il faut savoir s'entourer, s'aider également. Pour les entreprises, François Beaulieu, qui arrivent bientôt à cette échéance anniversaire de la première année du PGE, comment les interpeller au sens de les amener à réfléchir sur le choix à faire entre je rembourse ou j'étale sur tant d'années ou alors je demande un moratoire. Comment ça se passe au niveau de la banque et dans la relation de la banque à l'entreprise? D'abord, il y a plusieurs choses. Je crois qu'il y a une chose qu'il faut bien remettre en perspective, c'est que 89% des prêts, hein, je parle en nombre, ont été faits à des très petites entreprises, c'est-à-dire des entreprises moins de 10 personnes. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément derrière toute l'armada financière pour faire quoi. Je veux dire, vous avez un gars qui le matin prend son camion et va faire sa journée. Et on leur demande beaucoup de choses. Hein. Donc, je crois qu'il faut faire attention. Et donc, je pense que ce qu'il faut, 4 mois avant, les banques préviennent l'entreprise en disant voilà, dans 4 mois, votre PGE, il arrive à l'échéance. Donc, le client, il a 4 mois
pour réfléchir, se décider. Je pense que, alors oui, on peut lui donner des modèles en disant si vous remboursez sur 3 ans, ça fera tant, si vous remboursez, ça on peut lui donner. Mais je pense qu'après, un des premiers interlocuteurs, c'est déjà de voir avec son comptable, parce que finalement, c'est quelqu'un que vous côtoyez toute l'année, voire pour certains, effectivement, avec Opal. Donc, il y a des solutions et je pense qu'il faut y réfléchir, je dirais, dès que vous recevez la lettre. Parce que 4 mois, c'est long et c'est pas long. C'est long et c'est pas long, et c'est également une situation de solitude que peuvent connaître les chefs d'entreprise vis-à-vis de cette question qu'ils n'ont jamais connue de leur vie d'entreprise, par définition. Xavier, tu souhaitais intervenir? Oui, mais en fait, je ne pense pas que les chefs d'entreprise ont oublié leur PGE. Hein. Je peux vous dire, moi, j'en ai pris un. Bon, je dors moins bien depuis que j'ai ce PGE. Pour moi, le PGE, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que quand l'idée est sortie, alors tout le monde a dit oui, c'est super. Effectivement, c'est une très bonne idée. Le problème, c'était qu'on était sur un confinement. Voilà. Là, on est sur 2,5. Hein, c'est-à-dire un deuxième confinement, et là on est sur un demi-confinement, un confinement qui ne dit pas son nom, en attendant que tout le monde soit vacciné. Et je suis intimement convaincu que le PGE va évoluer forcément, parce que au fur et à mesure qu'on avance dans la crise, alors même si on n'en sent pas encore tous les effets, on note que les entreprises sont de plus en plus en difficulté. Et qu'elles vont avoir du mal à rembourser leur PGE. La CPME avait fait une enquête il n'y a pas très longtemps de ça, je crois que c'était sur le mois de février, sur 2400 entreprises. Il est sorti, grosso modo, que à peu près 16% des chefs d'entreprise qui étaient questionnés pensaient qu'ils auraient du mal à rembourser leur PGE. Alors, je sais qu'au niveau de la BPI, la fourchette est entre 5 et 7, Banque de France, 4,5, 6,5. Nous, le retour qu'on a eu du terrain, c'est 16%. Alors, peut-être que la vérité est entre les deux, mais je reviens à ce que j'ai dit au départ. Ce PGE, c'est une bonne idée. Il va falloir peut-être le modifier. J'en parlerai tout à l'heure parce qu'il y a des pistes de travail. Et je ne suis pas convaincu hein, qu'on soit là maintenant pour gagner du temps, parce que le temps du premier PGE, premier PGE, est déjà passé. François Boulud, vous souhaitez rebondir? Oui, effectivement, il y a toute une discussion pour savoir est-ce qu'il y aura des aménagements, etc. Nous, notre position pour l'instant, c'est qu'il y a une règle du jeu, qu'effectivement, il y a 4 mois et qu'on est des partenaires. Hein, je vais vous dire, on n'a pas intérêt à ce que votre société ou une autre se casse la figure, parce que souvent, il y avait déjà d'autres emprunts. Donc, je veux dire, ça va au-delà du PGE. Hein. Et puis, je veux dire, nous, on vit parce qu'on est partenaire avec les entreprises. Hein. Donc, tout le monde se tient dans cette histoire. Donc, effectivement, voyez vos comptables, venez nous voir pour discuter, pour réfléchir ensemble, sachant que, comme le disait Philippe, c'est le chef d'entreprise qui décidera, in fine. Hein. C'est lui qui a les manettes. Et après, si effectivement on nous dit ça va devenir un prêt à long terme, etc., on s'adaptera. Mais pour l'instant, on entend hein, et on comprend hein, vos justes remarques, parce qu'effectivement, il y a des chefs d'entreprise qui se posent la question, disant, mais je ne vais pas pouvoir. Mais nous, on est obligé de faire avec la règle du jeu actuelle. Oui, mais alors c'était pas une attaque. Hein. Non, c'est pas. Voilà, on est en discussion. Là, hein, pour que les chefs d'entreprise, je pense que les chefs d'entreprise, il faut qu'ils se disent, la règle c'est 5 ans. Je pense qu'il ne faut pas pour l'instant se dire, peut-être que ça va être 10 ans. Pour l'instant, on est obligé de faire avec parce que ça arrive et puis là, on n'a rien à dire, ça arrive comme ça. Donc, c'est simplement pour certains, quand on est seul, en se disant, finalement, ils ne peuvent pas, 16% vont mourir, donc ils vont être obligés de rallonger, donc je vais m'en sortir. Je crois que là, aujourd'hui, déjà, un gestionnaire, c'est de dire, non, la règle du jeu est là et comment je fais, quoi. Alors, on essaiera, on peut essayer autrement, peut-être s'il y a une société qui a des capacités de remboursement, elle n'est pas obligée, elle peut rembourser son PGE, faire un prêt à plus long terme. Il y a des choses qui peuvent s'étudier. Mais pour l'instant, on n'a pas d'autres pistes, donc ce n'est pas du tout conflictuel. Hein. C'est vraiment pour enrichir l'échange. Philippe Sénuvelex. Oui, alors, je rejoins ce que vous disiez. Effectivement, la Banque de France a un taux de défaillance qui est beaucoup plus faible que celui que vous avez calculé. En fait, on a fait une étude sur l'ensemble des entreprises qui ont souscrit un PGE en fonction de la cotation Banque de France. Et on arrive entre 5 et 7% à peu près d'entreprises qui ne pourraient pas rembourser le PGE. Sachant qu'on s'aperçoit aussi au fil du temps et à mesure qu'on a des contacts avec les entreprises, que beaucoup d'entre elles ont conservé quasiment l'intégralité de leur PGE en trésorerie. Et si on regarde les choses d'un point de vue macroéconomique, au niveau national, on a l'augmentation des crédits à court terme aux entreprises qui se retrouvent totalement dans les dépôts des entreprises sur leur compte bancaire.
Donc, on a eu un transfert de crédit en trésorerie qui est presque identique, en fait. Donc, les milliards distribués en PGE se retrouvent en trésorerie. Donc, c'est sûr qu'il y a des entreprises qui vont avoir des difficultés, mais il ne devrait pas y en avoir beaucoup. En tout cas, en l'état actuel de la situation, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que les PGE ne sont pas une invention française, c'est un mécanisme qui a été mis en place au niveau européen, au niveau de la zone euro. Et toute la législation qui réglemente les PGE est européenne. Donc, si on devait modifier quelque chose, il faudrait que ce soit au niveau européen. Donc, ça prendra du temps ou ça prendrait du temps. Il faut le mettre au conditionnel. Or, on arrive à l'échéance des 12 mois. Je rappelle que sur 8000 entreprises bénéficiaires de PGE dans le Gard, il y en a 4000 qui ont été accordées au mois d'avril de l'année dernière. Donc, un défi extraordinaire qui a été relevé par les banquiers, mais ça veut dire qu'il y en a la moitié en nombre d'entreprises pour lesquelles l'échéance des 12 mois arrive. Et d'ici que cette échéance arrive, la législation européenne ne va pas être changée. Donc, ça serait totalement injuste qu'elle soit changée a posteriori, parce que ça voudrait dire qu'on ne traite pas toutes les entreprises de la même manière. Donc, je pense que la législation sur le PGE ne bougera pas, ou alors elle bougera à la marge pour des cas très particuliers. Alors peut-être pour un secteur qui sera en difficulté particulière au niveau européen, enfin je ne sais pas, mais pour l'instant ça reste des hypothèses. Et à mon avis, le chef d'entreprise doit voir avec son banquier la meilleure possibilité de remboursement en fonction de ce qu'il connaît actuellement, quitte à ce que le banquier mette en place d'autres crédits par la suite pour compenser le fait qu'il faut rembourser le PGE comme c'était prévu au départ, par exemple. Mais comme le disait Michel tout à l'heure, c'est un contrat il est signé et il doit être respecté, parce que sinon après ça pose beaucoup de difficultés. Ça reste, ça demeure et ça restera un contrat, effectivement. Alors, tout à l'heure, on parlait de trésorerie, du fait de devoir essayer de planifier justement sa trésorerie. C'est un contrat, il y a la possibilité de demander un moratoire, mais il faut que les deux parties s'entendent sur ce moratoire. Parfait. On peut demander à enclencher le remboursement du prêt. Mais comment faire pour y voir clair alors qu'en termes de business, l'incertitude plane encore sur bon nombre de secteurs d'activité en termes d'impact, même si la tendance globale, modulo en plus le sujet des vaccins qu'évoquait Xavier, laisse entendre que on devrait enfin pouvoir sortir de cela, mais les secteurs sont profondément marqués par l'impact économique. Je pense au secteur du tourisme, je pense au secteur de l'événementiel également. Comment le monde bancaire va-t-il percevoir ces entreprises qui, certes, ont pour certaines et peut-être même toutes dans ces secteurs-là demandé un PGE, mais qui doivent maintenant se poser la question de est-ce que j'essaie quand même de rembourser pour éviter de charger la dette? Est-ce que je demande un moratoire et puis ça repousse un peu les choses, sauf que la date de fin ne bouge pas? Comment va se passer cette discussion entre les banques et les entreprises? Cette bienveillance qu'évoquait tout à l'heure Philippe. On va revenir à ce qu'aurait dû rester, vous savez, l'histoire est un éternel recommencement, on va revenir au basique. C'est-à-dire qu'une entreprise, c'est d'abord, il y a un homme, il y a un projet, après avec qui il travaille. Est-ce que quand vous avez quelqu'un avec qui vous avez été partenaire pendant des années et qu'à chaque fois qu'il vous a dit, ben voilà, je prévois ça, ça c'est à peu près fait, on peut penser que c'est quelqu'un qui a une bonne perception de son marché. Donc, ce qui est clair, c'est que si on se base que sur les bilans de 2020, la messe sera vite dite. Hein. Donc, on va être obligé d'analyser ce que disait monsieur, les prévisionnels de trésorerie, les prévisionnels d'exploitation, avoir ce regard critique. Alors après, ce regard critique, c'est pas le jugement dernier. Hein. C'est-à-dire que il y a un chef d'entreprise qui vient, qui dit voilà, ça me paraît cohérent. Alors quelqu'un qui va me dire ben, moi je vais faire 100% de chiffres en plus alors que c'est 5% qui est prévu par la Banque de France sur ce type d'activité. On va lui dire mais pourquoi vous c'est 100 ? On va faire le travail normal de partenaires qui essayent de discuter et de converger vers une solution qui paraît équilibrée. Michel Dubois-Danguin, je vais t'interpeller à nouveau parce qu'on connaît tes qualités en termes de traducteur, interprète entre le monde des banques et le monde des entreprises. Bon, c'est en fait son expertise à APM. C'est pour ça que je le dis avec un clin d'œil, de l'humour et de l'amitié. Michel, qu'est-ce que tu conseillerais aux entrepreneurs qui doivent aller vers leur banquier de proximité? Ça, c'est une chance extraordinaire que d'avoir des interlocuteurs de terrain. Qu'est-ce que tu leur conseilles comme manière de voir les choses, de présenter les choses et les éléments à préparer pour amorcer un dialogue constructif?
Merci Vincent. Oui, je crois que quand on parle de dialogue, on parle de communication. L'élément principal de la communication avec le banquier, c'est de s'assurer d'abord que l'on maîtrise bien son sujet, qu'on l'ait bien préparé, et surtout de bien en parler au banquier. Je dis toujours aux chefs d'entreprise, vous avez des plaquettes publicitaires pour vos clients et vos fournisseurs. Quelle est votre plaquette publicitaire pour les banques? Est-ce que vous pensez raisonnablement que c'est votre bilan? Ça ne peut jamais être votre bilan. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de se rappeler effectivement, comme le disait monsieur le directeur régional, c'est de dire que globalement, le banquier, il va traiter tous les projets de la même façon. De la même façon. Qui est à la gouvernance, et la gouvernance, c'est quelque chose de très important. Quand je ne suis pas là, qui c'est qui prend les décisions? Est-ce qu'il y a des fantômes cachés derrière moi? Comment ça se passe? Quelle est mon organisation, que je sois une petite ou une grande entreprise? Et puis après, c'est d'aller sur des choses simples qui font en fait ce qui a déjà été dit, qui crée véritablement ce rapprochement. C'est quoi? C'est le fait, de communiquer avec le banquier régulièrement, en lui disant voilà ce que je vais faire. Et d'aller voir le banquier en lui disant voilà monsieur, je vous avais dit que j'allais faire ça, je l'ai fait. Voilà maintenant ce que je vais faire demain. On ne demande pas à faire après-demain, on s'en fout de tout ça. Mais demain. Et la relation avec la banque, qui est une relation de crédit, qui est une relation de croire, elle ne peut se construire que comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait dans le passé qui va permettre à mon banquier de me dire, lui, je peux y croire, parce que tout ce qu'il m'a dit, il l'a mis en musique. Ça, c'est la première chose, communiquer régulièrement, mais communiquer surtout avec des écrits. Si jamais vous n'avez pas vu ça, alors je ne sais pas si messieurs les banquiers seront d'accord ou pas, mais peu importe. L'idée, c'est de se dire, votre dossier va être décidé. On ne va pas décider votre dossier comme ça, en parlant de choses abstraites. La personne qui va décider à partir d'un dossier. Ce dossier doit expliquer votre entreprise. Je pense, et moi c'est ce que je fais partout, en ancien directeur des crédits, je dis si vous aviez accès au dossier de crédit, à la structure d'un dossier de crédit, vous verriez, messieurs les dirigeants, que s'il n'y a rien de compliqué, mais que les éléments essentiels pour qu'on vous comprenne, il faut les mettre dedans. Vous parlez tout le temps de la technique. Et moi, je suis banquier, votre technique, j'y comprends rien. Rassurez-vous, j'y comprends rien. Deuxièmement, vous me parlez des perspectives à 10 ans, 20 ans. Non. Le banquier a besoin de savoir ce que vous avez fait dans le passé, ce que vous promettez, ce que vous faites aujourd'hui, et donc il faut y aller avec des tableaux de bord. Une fois de plus, mes amis les experts comptables vont dire « Ah, mais enfin, quelqu'un qui le dit ». On l'a toujours dit, maintenant on est en période de crise, revenons sur les fondamentaux. Où est-ce qu'ils sont les tableaux de bord? Si c'est simplement je fais plus 10 de chiffre d'affaires, ça m'intéresse moyennement, mais c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on a des tableaux de bord qui vont déjà à peu près jusqu'au résultat? À peu près. Et est-ce qu'on a des tableaux de bord où le dirigeant sait me dire est-ce que mon activité elle génère du cash ou est-ce qu'elle en consomme? Est-ce que tous les chefs d'entreprise sont capables de se dire, parce que moi ce qui m'interpelle quand même, c'est qu'on va avoir un fort redémarrage de l'activité. J'en suis intimement persuadé. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui vont mourir à cause de ce redémarrage. Parce que le besoin en fonds de roulement va exploser et puis ils ne vont pas savoir comment le financer. Donc je pense qu'il est véritablement important dans le dialogue avec, merci du slide, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui qui me disent on garde le PGE à cause de ça. J'ai été très surpris, j'ai eu un directeur des engagements d'une grande banque qui n'est pas très loin de chez vous et qui me disait 80% des PGE qui étaient inutilisés, donc sur nos comptes, eh bien, on va les demander en amortissement. Donc, je pense effectivement, et on revient toujours à la même chose, avec votre banquier, ce n'est pas une espèce rare, ça pourrait le devenir, mais l'idée, c'est toujours, dites les choses. Et n'attendez pas souvent que vous soyez dans les phénomènes trop problématiques pour en parler. Donc, il faut parler et il faut y aller avec des documents et des tableaux de bord. Alors, dans ce contexte, effectivement, d'une démarche de dialogue avec le monde des banques, ce qui est absolument fondamental, on peut se poser ces questions. Comment superposer deux choses? La première, c'est l'existence d'un PGE, avec, si on choisit donc de le rembourser plus tard, quelques années qui courent encore devant, mais simultanément, une reprise économique, et qui dit reprise dit le plus souvent un besoin de réinvestir, et qui dit besoin de réinvestir dit le plus souvent avoir besoin d'aller voir son banquier pour financer cet investissement.
Comment combiner les deux? Xavier, tu souhaitais? Ah ben c'est exactement la question que je voulais poser, comme quoi tu vois, on est vraiment raccord tous les deux, parce que le PGE est là pour financer de la trésorerie, ça fait partie du cycle d'exploitation, mais quelqu'un qui a un PGE déjà relativement conséquent, on va dire à peu près 10% de chiffre d'affaires, en sachant qu'on peut aller jusqu'à 25, qui souhaite faire des investissements parce que c'est la reprise, le banquier va lui dire oui, alors vous demandez je ne sais pas moi, 100 000 euros, mais vu l'état d'endettement que vous avez déjà avec le PGE, ça nous bloque un peu. Alors, moi, je pense que on l'a fait par le passé, en 2008, vous en parliez, etc. Je pense que les crises, c'est des accélérateurs, ça oblige nous aussi à nous réinventer. Et je pense qu'effectivement, moi, vous savez, quand j'ai fait, il y a 30 ans les écoles, on expliquait il faut vraiment que ça soit un pour un, les fonds propres, l'endettement. Il y avait des ratios. Je pense qu'aujourd'hui, on va forcément avoir une lecture un peu plus indulgente là-dessus. Pourquoi? Parce que si je vous dis vos investissements qui sont causés, parce que comme le disait Michel tout à l'heure, effectivement, on a parlé, on sait qu'il y a des projets, on sait que c'est cohérent. Si on vous dit non, nous on n'y va pas parce qu'il y a du PGE, je veux dire, on perdra les 10% du PGE, les 90% c'est l'État, mais nous on perdra 10%. On perdra les encours qui existaient déjà peut-être. On perdra peut-être le découvert parce qu'il y en aura peut-être un peu. Donc, c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est de garder le client et de continuer à marcher ensemble. Donc, effectivement, on va regarder quoi? La capacité de rembourser l'entreprise. On regarde toujours, est-ce que l'entreprise, elle a une capacité de rembourser? Et donc, effectivement, alors, il ne faut pas se leurrer. Quand il y a une crise, ceux qui étaient mal en point, souvent, ils meurent, mais on l'a déjà vu par le passé. Mais après, il y a beaucoup aussi d'entreprises qui n'étaient pas mal en point et qui s'en sortent. Il y a aussi beaucoup qui ont fait preuve d'innovation, qui ont ouvert d'autres marchés. Donc, je pense que voilà, effectivement, il y a des choses négatives, mais si je peux être un peu positif, c'est aussi oui, non, moi, je vous rejoins tout à fait. Après, ce qui me gêne après dans ce qu'on a dit, c'est de pouvoir traiter toutes les entreprises par rapport au PGE de la même manière. Comme vous avez dit, c'est le directeur de la Banque de France qui a dit qu'on devait traiter toutes les entreprises de la même manière vis-à-vis du PGE. Le problème de beaucoup d'entreprises, vous l'avez dit, on passera à l'enregistrement. Je vais les noter. Oui, alors voilà, parce que on a des entreprises qui n'ont pas été traitées de la même manière. Alors, il y a des entreprises qui ont été fermées administrativement, qui ne peuvent pas toujours ouvrir, qui ont forcément consommé sûrement PGE, qui se retrouvent dans des situations quand même assez complexes par rapport à ça. Et alors, on ne va pas décider de ça ici, mais c'est simplement pour penser à ces entreprises-là. Parce que moi, j'ai le sentiment que les outils qu'on a ici, que vous proposez, sont adaptés pour le cas général, mais ces cas-là qui sont quand même assez critiques, des entreprises qui étaient en relative bonne santé, peuvent devenir défaillantes de ce fait-là. J'ai du mal à m'exprimer. Donc mais c'est bien de le dire parce que justement, ça permet de réexprimer peut-être différemment. Ce que j'ai dit, alors je pense que c'est à ça que vous faites référence, c'est qu'on a des modalités de remboursement de PGE qui sont arrêtées et dans lesquelles toutes les entreprises doivent rentrer en s'adaptant à ces modalités qui sont fixées. Cela ne veut pas dire que toutes les entreprises seront analysées de la même manière par les banquiers ou par la Banque de France quand elles cotent les entreprises. Ça dépend de leur activité, ça dépend de la manière dont elles remboursent de le PGE, si elles ont en trésorerie ou pas. Et justement, on a intégré beaucoup de qualitatifs dans l'appréciation des entreprises, ce qui ne se faisait pas il y a une trentaine d'années quand on a été formés tous les deux. On analysait les entreprises uniquement à l'appui des comptes annuels et des bilans. Maintenant, on a intégré beaucoup de qualitatifs depuis quelques années quand même dans l'appréciation des entreprises. Et c'est bien ce qui fait toute la différence, justement. Et toutes les entreprises sont analysées une par une. Et nous, quand on attribue une cotation aux entreprises, c'est vraiment une cotation à l'entreprise et non pas une cotation à des comptes. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Alors, à ce propos de la cotation, c'est un sujet important parce qu'il a des impacts considérables vis-à-vis notamment du monde bancaire, vis-à-vis d'associés. Enfin, c'est un indicateur très important une donnée très importante dans la santé financière des entreprises. Comment va se passer concrètement la cotation des entreprises au regard de cette année vécue
une année extra-ordinaire et qui n'est pas terminée non plus. Alors, j'étais en train de faire signe pour passer les 3 premières questions. Voilà, merci. Donc, qu'est-ce que la cotation déjà? Première question. Donc, c'est la capacité, on apprécie la capacité d'une entreprise à honorer ses engagements financiers à un horizon de 1 à 3 ans. Donc, la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements financiers, je crois que depuis que nous sommes ensemble, on n'a parlé quasiment que de ça. Et de 1 à 3 ans, ça c'est très important parce qu'on n'attribue pas la cotation à un moment précis par rapport à une situation immédiate, mais on l'attribue dans une perspective de 1 à 3 ans. Et ça fait toute la différence aussi par rapport à un traitement automatisé et uniforme de toutes les entreprises. Donc cette cotation, elle est utile à la fois pour la politique monétaire et pour la politique prudentielle. Elle permet aux banques de se refinancer auprès de la Banque centrale, donc un taux plus intéressant que le taux du marché. C'est un taux négatif d'ailleurs actuellement. Et elle nous permet aussi de travailler dans le cadre des stress tests dont on parlait tout à l'heure pour s'assurer que les banques ont une situation qui est aussi bien équilibrée. Et ça nous permet notamment, une petite parenthèse, de dire qu'à la crise précédente, les banques étaient la cause de la crise. Du fait de toutes les mesures qui ont été mises en place depuis, les banques sont en remède à la crise actuellement. Et on compte sur les banques justement pour faciliter le rebond. Les banques sont vraiment un atout essentiel. Et donc cette cotation, elle est attribuée par la Banque de France, qui est un organisme neutre et indépendant, et elle est attribuée gratuitement. Donc elle est totalement objective. Et donc dans cette perspective-là, c'est vraiment un outil de dialogue entre le chef d'entreprise et son banquier, qui ont tous la même référence, gratuite, objective et indépendante. Donc ça permet d'être un réel outil de dialogue. Et donc si on passe la suite, on va voir que ce que je disais tout à l'heure, c'est que la cotation est à dire d'expert. Alors c'est la formule consacrée, parce que nous sommes organisme externe d'évaluation du crédit et nous sommes aussi agréés dans le cadre de la politique monétaire. Et cette cotation à dire d'expert conditionne ces 2 agréments. Et donc ça conditionne le fait que cette cotation est utilisée par l'ensemble du système financier français. Et ça explique notamment le fait qu'on a en France des taux de crédit qui sont les plus bas de la zone euro. Et je pensais de manière un petit peu intuitive qu'avec la mise en place des PGE, qui sont des crédits à taux particulièrement bas, les courbes des taux allaient se resserrer et que tous les pays de la zone euro allaient se retrouver finalement au niveau français, puisqu'on a toujours les taux les plus bas. Et avec 12 mois de recul, je m'aperçois que l'écart s'est encore creusé. Et donc, on a des taux encore plus bas que les autres pays de la zone euro. Et c'est notamment parce qu'on a cette cotation Banque de France que n'ont pas les autres pays et que n'ont pas donc les autres entreprises des autres pays, qui permettent aux banques de se refinancer et d'avoir des crédits moins chers. Et donc, comment on va faire en 2021 pour coter? Alors, j'ai envie de vous dire dans un premier temps, comme d'habitude. Alors, c'est un peu simple, mais on va analyser les comptes annuels des entreprises, on va prendre des contacts avec les entreprises. On mène 300 entretiens de cotation par an dans le Gard, donc ce n'est pas négligeable. Et donc, on a des contacts en permanence et on intègre beaucoup de qualitatifs dans l'appréciation des entreprises. Mais on va le faire aussi de manière un peu différente, où on va accentuer le discernement qu'on doit mettre à chaque fois qu'on cote une entreprise, en analysant encore mieux les aspects prospectifs et environnementaux de l'entreprise cette année. Et donc, pour l'analyste, on a un certain nombre de points de vigilance et on a notamment ces fameux PGE. Et donc, on va demander à tous les chefs d'entreprise comment ils vont amortir ces PGE, est-ce qu'ils vont demander un moratoire supplémentaire, etc. Et ce n'est pas pour intégrer cette information de manière négative, mais c'est au contraire pour s'assurer que le chef d'entreprise a anticipé. Dans la mesure où il aura anticipé, c'est rassurant pour l'avenir. Ça veut dire qu'il a fait des projections, qu'il s'est entendu avec son banquier. Et donc, ça donne des perspectives, ça aussi. Donc, c'est plutôt favorable. Et puis, on a aussi une recommandation qu'on peut faire aux chefs d'entreprise, c'est de répondre aux messages qu'on va leur envoyer début avril. On va envoyer un message à tous les chefs d'entreprise qui ont une cotation Banque de France au mois d'avril. Dans ce message, il y aura un lien. Et ce lien permettra d'aller nous donner des informations donc sur notre site internet qui est totalement sécurisé. Alors, on l'a déjà fait l'an dernier, mais on va le recommencer cette année. Et donc, toutes les entreprises qui ont une cotation significative vont recevoir ce message, tous les chefs d'entreprise. Et s'ils vont remplir ce questionnaire, ça va nous donner aussi des informations qualitatives. Et s'ils ne le remplissent pas, à ce moment-là, nous prendrons probablement contact avec eux.
ou si dans les informations qu'ils nous délivrent par ce questionnaire, on trouve que ça suscite d'autres interrogations, on prendra contact avec eux avant de les coter. Donc c'est vraiment une cotation au cas par cas, à dire d'experts, en intégrant beaucoup de qualitatifs. Et pour terminer très rapidement, l'an dernier, nous avons coté les entreprises avec du décalage compte tenu de la crise, parce que d'avril à septembre, on ne pouvait pas attribuer une cotation de manière sérieuse en faisant une projection. On ne savait pas où on allait, on était dans le brouillard. Donc on a recommencé en septembre quand on a sorti nos prévisions économiques, justement. Et on a coté les entreprises sur des comptes 2019 qui étaient très favorables, mais dans une perspective de chute ou de récession de plus de 8%. Et les cotations ont assez peu bougé, en fait. Et cette année, on va coter les entreprises de manière très différente, avec des comptes qui vont être très dégradés, baisse d'activité, alourdissement de la structure financière, etc., mais avec des perspectives de croissance. Et donc, on va intégrer ces perspectives de croissance. Et ce n'est pas parce que la rentabilité aura été négative en 2020 que la cotation va s'écrouler tout d'un coup, justement. Parce qu'on va intégrer toutes ces perspectives de croissance et les prévisions que font les chefs d'entreprise. Tes propos rejoignent notamment ceux de François Bolus sur le fait de remettre le dirigeant, la dirigeante d'entreprise au cœur du sujet et non pas derrière un tableau Excel simplement pour chiffrer les choses. Et permettre de te corriger, excuse-moi, c'est pas remettre, c'est mettre encore plus. Mettre encore plus, merci. Je prends sans aucun problème le rectificatif sémantique, je te remercie. Évidemment, mettre davantage encore plus. Ces cotations de la Banque de France sont faites pour des entreprises qui sont au-dessus d'un seuil de chiffre d'affaires, 750 000. Qu'en est-il au niveau de l'appréciation de la santé financière des entreprises pour celles qui sont en dessous et qui sont nombreuses un peu partout en France et dans le Gard également, et qui n'auront pas cet indicateur, cette notation de la Banque de France fournie à leurs banquiers pour pouvoir entretenir et enrichir le dialogue. Comment les banques vont-elles percevoir des entreprises qui ne bénéficient pas de cette cotation ? Déjà, c'est bien parce que si ils partent sans a priori. Bon, donc, en principe, quand on connaît son client, on a déjà pas mal d'informations. C'est ce qui était dit tout à l'heure. Le passé joue. Après, on a des éléments objectifs sur le fonctionnement du compte, l'existence d'incidents. Excusez-moi. Il faut que vous sachiez que toutes les banques ont des systèmes de notation interne qui nous sont demandés par la réglementation. Et donc, on a une cartographie de notre clientèle. Philippe Senvialex a évoqué très rapidement, pardon, je me permets de rebondir avant de te repasser la parole, a évoqué la notion en termes de perspective à venir de l'entreprise pour ses cotations, donc sur 3 ans, la dimension environnementale au sens impact climat, on peut le résumer comme cela. C'est pas uniquement, plus large. C'est beaucoup plus large, c'est la RSE c'est la RSE dans son ensemble. Côté bancaire, est-ce que cette dimension immatérielle et en plus d'avenir est appréciée pour pouvoir sentir que la personne, le dirigeant, a un projet en main et qu'elle veut vraiment développer? On est aujourd'hui, je dis à toutes les banques sont sur le coup, donc tout le monde s'y intéresse. Vous voyez les publicités sur de l'épargne responsable. Nous, chez nous, on a créé une agence verte qui est 100% développement durable. Donc oui, c'est quelque chose, bien sûr. On en tient compte, mais après, c'est dans les perspectives. C'est-à-dire que quand un chef d'entreprise va vous dire, je ne sais pas, je fais des chaudières, mais voilà, je suis RQE, et puis j'ai tout ça, on en tient compte, bien sûr. Aujourd'hui, oui, il y a les chiffres, mais les chiffres cette année, beaucoup ne seront pas forcément les meilleurs. Et puis après, il y a, excusez-moi, je vais être un peu trivial, il y a le bonhomme. Et le bonhomme, l'histoire qu'il nous raconte, son projet, si c'est cohérent, on suit souvent un homme plus que des chiffres. Alors, on ne fait pas n'importe quoi, mais l'homme il est aussi important que son bilan. Xavier, dans cette relation aux banques, à la cotation, à la perception de ta bonne santé dans un secteur te concernant qui est parmi les malmenés de cette crise? On peut dire quand même qu'on est soutenu, ça, il n'y a pas de souci. On trouve des interlocuteurs de qualité. Je vois que les décisions ont été prises au niveau national, sont des bonnes décisions. Moi, je vais rebondir par rapport à tout ce qui a été dit sur une question là, que je viens de voir passer. Quel est le statut finalement du PGE dans le bilan d'une entreprise? Est-ce que c'est considéré comme un prêt? Point final. Donc ça augmente. Garantie par l'État. Voilà. Donc automatiquement, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure.
C'est-à-dire que, on va pas dire artificiellement, pourtant c'est le cas, beaucoup d'entreprises ont augmenté leur taux d'endettement, qui peuvent gréver dans le futur leur capacité à investir qui leur donnerait des capacités à faire de la marge. Et cette capacité à faire de la marge, c'est la capacité à rembourser. Et là, on est un peu avec le serpent qui se mord la queue. Alors, on a fait une proposition au niveau de la CPME, c'est de transformer à la limite une partie, tout ou partie de ces PGE en prêts participatifs pour être considérés comme des apports en quasi-fonds propres. Je ne sais pas ce que vous pensez de l'idée. Moi, ça me paraît très intéressant pour les entreprises qui ont été le plus touchées, qui ont besoin souvent de se reconstruire. Voilà, quoi. C'est un peu l'idée, quoi. Alors, une première réaction par rapport au taux d'endettement. En situation normale, effectivement, on mènerait l'analyse que vous avez décrite. Mais nous sommes en situation exceptionnelle. Et dans la situation actuelle, il y a beaucoup d'entreprises qui ont souscrit un PGE par précaution. Donc ces PGE souscrits par précaution se retrouvent en trésorerie. Et donc on raisonne pas, ou on ne raisonnera pas en taux d'endettement, mais en taux d'endettement net. Donc ça ne va pas alourdir le taux d'endettement si on retrouve le PGE en trésorerie. Ce qui ne se produit jamais, parce qu'en général, en situation normale, un chef d'entreprise ne souscrit pas un crédit sans qu'il y ait un motif en face. Donc, toute souscription de crédit alourdit effectivement le taux d'endettement. Là, ce n'est pas obligatoirement le cas. Et dans une grande majorité des cas, le taux d'endettement net ne sera pas alourdi. Et donc, c'est ainsi que nous allons analyser les comptes. Alors après le PGE, je ne pense pas qu'on va le transformer en prêt participatif, je suis même sûr que non. Mais effectivement, il y a des prêts participatifs qui vont être mis en place pour soutenir les entreprises qui vont avoir des investissements à financer, etc., et qui vont pouvoir rebondir. Mais le prêt participatif qui va être mis en place ne sera pas un prêt participatif grand ouvert, comme le PGE a été grand ouvert pour soutenir un maximum d'entreprises. Ouais, oui, effectivement. Par contre, les entreprises qui vont rembourser leur PGE, si ce n'est pas dans la trésorerie, il faut être honnête. On va considérer ça comme un prêt. Alors peut-être avant, on disait on n'endette pas plus que 5 ou 7 ans de capacité d'autofinancement. Peut-être que là, on va dire on est d'accord pour aller un petit peu plus loin, mais on n'ira pas sur 20 ans, 25 ans, quoi. Je crois que c'est assez l'honnêteté de le dire. Alors après, il y a aussi, moi j'invite aussi les chefs d'entreprise à réfléchir à d'autres sources de financement. Alors c'est pas pour envoyer la balle en touche, hein, mais aujourd'hui le crédit bail, la facturage, c'est des moyens de financer soit son cycle, soit du matériel, et qui fait qu'en fait, c'est du risque que la banque a en moins. Ça impacte différemment le compte de résultat, et je pense que en tous les cas, aujourd'hui, il faut y réfléchir à ces de financement disponible. Absolument. D'accord. J'ai repensé à autre chose aussi par rapport au taux de défaillance dont vous nous parliez tout à l'heure. Le président du tribunal de commerce nous dit toujours qu'il y a eu au moins 40% de défaillance en moins l'an dernier. Ces entreprises ne sont pas en bonne santé pour autant. Donc, elles vont être défaillantes. Et il y en a une bonne partie de ces entreprises qui ont souscrit un PGE et qui sont dans les 4-5% d'entreprises qui vont être défaillantes. Mais alors, il faudra faire attention probablement à l'interprétation qu'on aura de ces chiffres, parce que ces entreprises vont être défaillantes et vont gonfler les statistiques, et on risque d'avoir l'impression qu'il y a beaucoup plus d'entreprises défaillantes, alors que simplement on les aura maintenues artificiellement en vie pendant un peu plus longtemps. Donc globalement, je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup de problèmes, et je pense que l'analyse, effectivement, va, au cas par cas, va permettre de gommer un certain nombre de craintes qu'on pourrait avoir. Mais là aussi, c'est le dialogue avec le banquier qui est essentiel. Alors, Michel Dubois-Danguin, à nouveau, tu vois, on ne t'oublie pas malgré les kilomètres qui nous séparent, loin de là. Tu as fait un webinaire avec Thierry Vatelet, un autre expert APM, qui était titré de façon un peu peut-être provocatrice. Votre PGE est-il une bombe à retardement? C'était à peu près ça. Et ça commençait par tic-tac, tic-tac, tic-tac sur la bonne son, carrément. Bon. C'est un peu pour ça qu'on a souhaité intituler aussi cette séquence aujourd'hui PGE, un ami qui vous veut du bien, point d'interrogation. Grande différence par rapport au film bien connu.
Cette thématique du PGE que l'on connaît mieux maintenant depuis un an et encore plus depuis les éclairages apportés aujourd'hui, à celle-ci va s'ajouter donc la thématique du prêt participatif que l'on commence à évoquer, dont on va de plus en plus entendre parler. Quel est ton point de vue sur ce nouvel outil de financement, le prêt participatif, vu de l'entreprise? C'est absolument révolutionnaire ce qui est en train de se passer. Je crois qu'il faut mesurer la situation des banques centrales aujourd'hui, l'envie de reverdir tout le financement. Je crois qu'il y a des déclarations du gouverneur de la Banque de France. Je crois qu'il y a des déclarations de Christine Lagarde, la patronne de la Banque centrale. Je crois qu'on va revenir à de l'éthique beaucoup plus. La RSE, monsieur le directeur de la Banque de France l'a dit, tout ce qui est politique de green, on l'a dit. Il ne faut pas oublier une chose qui est simple, hein, c'est qu'en France, on a le taux d'endettement d'entreprise un des plus élevés au monde. Et on est en train, quand on regarde les seuils de progression, on progresse dans la crise beaucoup plus vite que tout le monde. Donc, effectivement, on empile de la dette. Alors, comme on le sait que dans toutes les entreprises de France, comme on a plutôt un tissu de PME, TPE, on manque de fonds propres. Mais ça arrive cruellement. C'est-à-dire que le gouvernement et objectivement la Banque centrale aujourd'hui sont en train de libérer au plan européen une nouvelle stratégie de prêt qu'on va pouvoir inclure réglementairement dans les fonds propres. Pourquoi? Pour réduire le risque des banques, pour réduire non seulement le risque des banques, mais aussi leur niveau de fonds propres. C'est-à-dire que moi, j'ai retenu qu'à la Banque de France, on raisonnait en dette nette. Donc, mon client qui a un filet de sécurité, qui a pris 500 000 de PGE et qui les a en trésorerie, il n'est pas pénalisé. Je remarque aussi que nos amis les banquiers notent les entreprises. Ces notations, quand j'en discute avec les directeurs des crédits des banques aujourd'hui, ils me disent on n'a jamais été aussi bien. Pourquoi? Parce que le PGE, effectivement, a mis des situations qui étaient un petit peu instables en stabilité absolue, et on n'a fait que repousser le problème. Donc aujourd'hui, on dit il faudrait qu'on aille tous à Lourdes. En réalité, moi je vais vous le dire, créons une banque à Lourdes et mettons-y tout ce qui ne peut plus rembourser. Alors, Lourdes, c'est quoi? C'est le prêt participatif. Tout le monde le dit, mais il faut savoir qu'on est sur la première vague de prêts participatifs européens. Ça veut dire que ces financements sont destinés effectivement à peu près à 10 000 entreprises. 660 000 ont eu le PGE, 10 000 auront droit au prêt participatif à peu près. Ça veut dire que là, on change de dimension. C'est pour les entreprises les accompagner dans leur production, dans leurs projets. Et là, effectivement, on n'est pas sur le PGE, c'est quelque chose de révolutionnaire. Alors, en termes de cotation, effectivement, on a la Banque de France, on a nos amis banquiers, mais je crois qu'il faut le dire parce que c'est une innovation majeure en Europe. On a la première agence de notation des entreprises, des PME, Inbonis Rating, qui effectivement, adossée aux banques et à la Banque de France, prononce eux aussi une cotation. Donc j'ai tendance à dire dans ce climat-là, on est vraiment aujourd'hui à l'aube d'un nouveau financement qui est le prêt participatif. Alors il ne faut pas se tromper, ce ne sont pas des fonds propres. Hein. Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, il va falloir les rembourser. Mais on est plutôt dans les techniques anglo-saxonnes, où on passe bien les crises, c'est de se dire, ben, effectivement, je prends du crédit long, j'ai un différé qui va être de 4 ou de 5 ans selon la typologie. Vous pouvez aussi avoir ces types-là en obligation aujourd'hui. Bref, le PGE, ça a été absolument fantastique, mais je vais vous le dire, le prêt participatif, il faut que vous soyez un dans les 10 000. Donc après, comment on se prépare et compagnie, tout le monde va vous aider autour de la table, mais il ne faut pas le louper. Il ne faut pas se tromper, ce n'est pas des fonds propres non plus, il faudra rembourser. Mince, dit Xavier. Mince. C'est d'augmenter le capital et faire intervenir des actionnaires. Là, il n'y a pas besoin de rembourser après. Absolument. C'est aussi une culture d'entreprise qui est naissante en France en particulier. Xavier, tu souhaites intervenir? Spécialement. Alors, ce que je vous propose, si vous voulez bien, parce que
En fait, avec Magali Adel, on a été studieux à vous écouter, moi aussi, à écouter beaucoup de choses, à vous quatre avec Michel intervenant, à apporter vos regards croisés. Et pendant ce temps-là, eh bien, il y a des questions qui se sont accumulées. Le parti pris que nous avons eu pour cette émission était de les accumuler pour y répondre ensuite. Il y en a quelques-unes. Une qui nous avait été proposée en amorce de la réunion, c'est la situation d'une entreprise en règlement judiciaire qui est en période d'observation. A-t-elle droit à ce PGE que les entreprises en général peuvent solliciter jusqu'au 30 juin 2021? Qu'en est-il? Alors, je vais lire l'arrêté, puisque ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'État. Les entreprises qui sont entrées en procédure collective depuis le 1er janvier 2020 sont éligibles au PGE, ou celles qui étaient avant le 1er janvier 2020 en cours d'exécution d'un plan sont également éligibles au PGE. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. C'est ce qui est marqué. C'est assez clair, effectivement. Autre question posée, alors, un constat, mais ça peut être aussi une façon de vous faire réagir au niveau de la BPS ou de la FBF, de Christian Douillet. Mon partenaire bancaire a déjà intégré le PGE dans le taux d'endettement. Et il n'a pas trop dit apparemment, puisque c'était une découverte pour Christian. On peut se dire, mais comment est-ce possible? Dans le taux d'endettement, je ne comprends pas très bien la question. Est-ce que c'est par rapport à la capacité à rembourser? Est-ce le banquier l'a intégré justement Christian, dans si tu souhaites prendre la parole, c'est tout à fait possible. Il suffit d'ouvrir ton micro. Oui, vous m'entendez? On t'entend. Vous m'entendez? Oui. Oui, merci de compléter donc la question. Voilà. Alors, juste en fait, c'est une opération de financement de rachat que j'avais avant le Covid. Donc, j'ai souscrit un PGE comme beaucoup en avril. Et cette opération d'achat, je me suis rendu compte qu'elle était quasiment bloquée par la banque du fait que j'avais fait un PGE. Et j'ai très bien compris que cette banque, je ne citerai pas, intégrer ce futur remboursement du PGE dans cette opération de rachat, donc en taux d'endettement. Ça veut dire que ma capacité d'investissement était fortement réduite du fait de l'intégration de ce PGE. Et ça, j'ai découvert au moment où j'ai voulu lancer mon opération. Oui, c'est surprenant. Après, je ne sais pas si vous aviez déjà fait l'option de rembourser le PGE sur 2 ans, 5 ans. Enfin, comment la banque, elle sait, elle intègre un remboursement alors que vous n'avez pas répondu encore au remboursement du PGE. Je ne sais pas. Après, peut-être en discuter directement avec votre conseiller. Je pense que c'est toujours mieux d'en parler avec la personne qui suit votre compte et de justement lui dire je ne comprends pas pourquoi vous intégrez. Peut-être un petit prévisionnel du comptable aussi pour dire voilà, on prévoit de rembourser le PGE sur 5 ans. Mais aussi, voici la relance qu'on estime pour notre entreprise. Si la banque intègre le remboursement du PGE, il faut qu'elle intègre aussi la relance après Covid, quoi. Donc, j'espère avoir répondu. Au sujet de la proximité de la discussion entre banque et entreprise, et là où chacun tient bien son rôle et où on revient aux fondamentaux, comme le disait François Boli tout à l'heure. Il va falloir le rembourser, le PGE, donc c'est normal qu'il soit quand même intégré, mais après, de le découvrir, c'est ça qui me choque, quoi, de le découvrir sans qu'il y ait eu discussion ou de savoir sur quelle durée vous alliez le rembourser. Merci. Sophie pose la question, est-ce que les entreprises distinguent trésorerie et fonds propres? Peut-on renforcer les fonds propres avec le PGE? Le PGE peut-il être utilisé pour la relance et non seulement comme rustine de trésorerie? Alors, moi, je pense qu'il peut être bien sûr utilisé pour la relance. C'est aussi son but. D'abord, c'est une rustine, bien sûr, pour les entreprises qui n'ont plus du tout de chiffre d'affaires, qui n'ont plus d'activité. Mais après, une entreprise peut très bien utiliser le PGE pour relancer son activité, puisque l'activité s'est arrêtée à cause du Covid. Donc, le PGE sert aussi à relancer l'activité. Pour moi, je suis d'accord. Même si par nature, tout au départ, le PGE n'était pas là pour cela. Oui, François Belu. Oui, mais c'est ce qui a été dit tout à l'heure par Philippe, c'est le chef d'entreprise qui décide. Nous, il va nous dire j'amortis sur 5 ans, mais après, il en fait ce qu'il en veut.
C'est sur son compte. C'est sur son compte. Il en fait il en dispose comme il le souhaite. Philippe? Ok, merci. Je m'étais- Xavier. Des questions pour poser une question basique pour qu'on y voit bien clair par rapport au PGE. Alors, si le chef d'entreprise en fait ce qu'il veut, eh ben moi je dis à mon banquier, ben écoutez, je vous le rembourse en 3 ans. Et au bout d'un an, je dis, allez, je vais passer à 5. Est-ce que c'est possible? Et voilà. Voilà. Non, vous disposez Voilà. des fonds du PGE. Après, le contrat PGE, c'est un contrat que vous avez signé, donc vous savez que vous le remboursez sur 3 ans. Donc les fonds, vous les avez utilisés comme vous le souhaitiez. C'est ça qu'on dit. C'est pas après. Une certaine élasticité par rapport à ces fonds. Même, on sait que c'est un crédit. Bon, j'ai vu qu'il existait de temps en temps des crédits où on pouvait moduler, alors ça c'est plutôt pour les particuliers, hein, moduler les échéances. Et ce PGE, donc une fois que le chef d'entreprise, on est bien d'accord, hein, une fois que le chef d'entreprise a dit je vous le rembourse sur 5 ans, s'il peut le faire sur 3, il ne peut pas. Ah si. Ah, non, alors. Attendez. Si vous dites je pars sur 5 ans, vous pouvez faire un remboursement anticipé. Ça, il n'y a pas de problème. C'est l'inverse qui est compliqué. C'est vous partez 3 à 5. Par contre, il faut que vous sachiez une chose, c'est que la garantie de l'État, la banque, quand vous commencez à rentrer en amortissement, elle la paye flat. C'est-à-dire qu'elle va payer à l'État la garantie. Ça veut dire que si vous remboursez au bout de 3 ans, vous avez payé sur 5 ans, l'État ne vous remboursera pas les 2 ans. Hein. Je préfère vous le dire. Oui, non, mais ça, je le savais. Mais quand même. Ça augmente beaucoup les échéances, en fait. Question également que posait Christian Douillet. Y aura-t-il un taux de remboursement plafond imposé par l'État? Alors, plafond, oui, puisque c'est un crédit. Et donc, un crédit, comme tout le monde le sait, le TAEG ne peut pas dépasser le taux d'usure. Donc, de toute manière, on ne peut pas appliquer un taux de 10%, par exemple, pour un PGE. Ça sera un maximum. Donc, ce qu'il a été conseillé aux banques, c'est un taux entre 1 et 2,50%. Après, chaque banque applique le taux qu'il souhaite en fonction du coût du risque, de l'investissement informatique mis à disposition. Voilà ce que sur 5 ans, nous, on est à 0,75 par exemple. Juste pour compléter la réponse de Magali, les banques ont décidé, se sont engagées à faire à prix coûtant. Donc effectivement, dans le prix coûtant, ça tient compte effectivement de certains critères propres à chaque banque, ce qui explique qu'il peut y avoir quelques petites différences, mais ce n'est pas un prêt sur lequel les banques vont faire du bénéfice clairement. Donc, alors quand Magali vous dit oui, chez nous, c'est à 0,70 ou 0,73 sur 5 ans, vous allez voir sur votre contrat 1,50. C'est parce que les 0,74, c'est le coût de la garantie de l'État. Voilà. Alors, sur justement la clarté, quelque part, de cette relation avec des chiffres et un contrat, deux questions. Une du cabinet de Philippe B. Désolé pour vous, je ne vois que l'initiale du nom, et une autre qui viendra d'Olivier Polge. La première question, au moment de l'adoption d'un PGE avec échéancier, il n'y a pas d'assurance dans l'échéancier. Est-ce que c'est normal? Et dans le contrat, il n'apparaît aucunement une garantie de l'État à hauteur de 90%. Alors là, étonnement de Magali Adel. Normalement, c'est noté tout ça. Donc, et il faudrait que j'ai sous mes yeux le document pour pouvoir mieux répondre. Mais alors, l'assurance, c'est facultatif. Donc, peut-être qu'il n'a pas souscrit l'assurance ou alors il n'avait pas souscrit à la première mise en place du PGE. Et peut-être que là, la banque doit le voir pour lui proposer l'assurance. Soit il accepte, soit il refuse. Donc, l'échéancier qui est envoyé, le premier échéancier qui est envoyé n'a pas d'assurance, forcément, puisque c'est facultatif. Après, sur le contrat, il y a bien marqué la garantie de l'État, hein, puisque c'est la garantie du prêt. Donc, Alors, excusez-moi si je peux me permettre. Permettez-vous, présentez-vous. Alors, donc je suis cabinet Philippe Bertrand, donc je suis expert comptable et j'ai des clients, un restaurateur, justement à la BPS, désolée pour vous, qui a signé son contrat de PGE, enfin son contrat de PGE d'amortissement sur 5 ans. Oui, alors c'est un contrat d'avenant. Donc en fait, le contrat initial, le premier contrat qu'il a reçu, il y a bien marqué la garantie d'État. Et après, c'est un contrat, c'est un avenant au contrat en fait.
Donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas toutes les mentions, mais la garantie d'État est bien marquée sur le premier contrat. Et après, il y a un avenant qui est bien marqué, qui va faire un choix de remboursement du PGE. Ok. Et après, Et il y a c'est un vrai que- échéancier qui est sorti où il y a bien la garantie d'État qui est précisée. Donc, D'accord. Parce que c'est vrai qu'il s'est posé la question, il n'avait pas d'assurance sur l'échéancier. Dans le nouveau contrat, il n'y avait pas l'assurance liée à la garantie de l'État. Donc, il s'est posé les questions. Super. Merci. de rien. Parfait, merci. Olivier Poge pose 2 questions. Il y en avait une première tout à l'heure. Les banques vont-elles appliquer des frais cachés si moratoire demandé? Des frais en fait inattendus ou j'imagine, Olivier, si tu souhaites commenter ta question, n'hésite pas à prendre la parole, des frais conséquents, inhabituels face à ce genre de Non, situation jamais vécues. Non. Non, parce que d'abord, Philippe nous tirait les oreilles. Alors, Donc, quels seraient les frais face à une demande de moratoire? non, mais Ah, mais il n'y en a aucun. Aucun? La seule différence, Oui. je crois, sur le moratoire, la deuxième année, c'est que c'est un moratoire en capital. Donc, je crois qu'il paye les agios. Il paye les intérêts. Sur la première, ce pas les frais cachés. En fait, le client va payer les frais, les intérêts d'emprunt sur la première année, donc les intérêts classiques, et pas de capital. Donc, il n'y a pas plus de frais qu'avec moratoire ou sans moratoire. Ce qui peut peut-être troubler aussi, c'est que la prime d'assurance versée à l'État a été versée par les banquiers dès que le prêt a été débloqué, mais n'a pas été facturée au client. Donc le banquier a fait l'avance des 12 mois de frais d'assurance qui sont facturés à l'issue des 12 mois, je suppose. Donc on peut avoir l'impression qu'il y a des frais qui arrivent tout d'un coup, alors qu'en fait, c'est simplement le rattrapage. Et donc, parce que pendant 12 mois, l'entreprise n'a rien payé, Oui. mais l'assurance de l'État courait et était financée par le banquier. Mais là, on n'est que percepteur. Parfait. Et la deuxième question d'Olivier, l'utilisation du PGE à des fins diverses, achat de véhicules par exemple, peut-elle remettre en cause la garantie de l'État? Non. La réponse, Olivier, est non. Non, non. Le chef d'entreprise fait ce qu'il souhaite avec les fonds qui sont mis sur son compte. Aller au resto. Il va falloir rembourser. Et justement, moi, je vais faire une question. Oui. De l'État, excusez-moi, parce que c'est quand même important. C'est si le PGE, lorsqu'il a été débloqué, a donné lieu à remboursement de crédit. À ce moment-là, la garantie de l'État pourrait sauter. Si l'entreprise devenait défaillante et si le banquier se retournait vers l'État pour recouvrer les 90%. Mais il faudrait qu'à ce moment-là, le PGE ait été utilisé pour rembourser un crédit d'investissement ou un crédit de trésorerie, n'importe quel autre crédit. Mais sinon, il n'y a pas de raison, non. Xavier? Alors oui, on rentre là dans un débat qui me fait penser à une chose. Au départ, l'État a dit on va faire les PGE. En fait, ce n'est pas l'État qui a fait les PGE, ce sont les banques. Voilà. Et l'État n'intervient que comme garant. Donc, que va-t-il se passer si une entreprise est défaillante à rembourser son crédit? Le fait que l'État garantisse 90% du montant du prêt, va-t-elle préserver l'entreprise d'une liquidation, de saisie, de vente de biens, etc. Est-ce que c'est une garantie en premier ressort ou en dernier ressort, en fait? C'est relativement simple. Hein. Vous avez un prêt qui devient exigible, puisqu'on ne rembourse pas. On va aller chercher la garantie de l'État, qui va nous rembourser 90%. Nous, on va prendre 10% pour nous. Les 10%, comme le PGE, on n'a pas le droit de prendre la caution du chef d'entreprise ni quoi que ce soit, eh ben, on sera créancier dans la masse. Hein. Très bien. Alors, je pense avoir éclusé l'ensemble des questions, sauf une que je réservais un peu pour la fin, parce qu'elle permet de rouvrir sur un point qui était abordé rapidement par Philippe tout à l'heure, la dimension européenne, finalement, mais les choses peuvent-elles bouger? Denis Deschamps, qui n'est pas membre de la CPME du Gard, j'imagine que Denis en fait a vu l'info via Michel, dit les plans d'aide américains pour les PME, donc en rappelant les volumes, 500 milliards, premier plan, 377 milliards pour le deuxième, 125 milliards pour le troisième. Aux États-Unis, le gouvernement donne cet argent aux PME. En Europe, donc Mario Draghi avait demandé que nous agissions de même. Pourquoi ne pas offrir le PGE pour éviter cette distorsion de concurrence? Waouh!
Je ne sais pas ce que font les Américains, donc je ne peux pas répondre, mais j'ai des doutes sur le fait qu'ils donnent de l'argent aux entreprises. Oui. Alors, je peux confirmer en ayant écouté des émissions spécialisées en économie, voilà, non mais ça, bon, c'est comme ça, que l'argent n'est pas destiné aux PME. Les États-Unis ne donnent pas d'argent aux entreprises. Voilà. Ça serait trop bien, Si, trop si. beau. Si. Je peux apporter une... Denis. Je peux intervenir, Vas-y, Michel, je t'en prie. C'est Vincent? Michel, vas-y. Non, mais vas-y, Denis, puisque tu es à l'écran. Vas-y, Denis, explique. Bon, merci en tout cas pour cette initiative, c'est très intéressant. Si, moi je connais très bien le monde américain, j'ai été 17 ans responsable de salle de marché américaine justement à Paris. C'est de l'argent qui est offert aux PME. C'est exactement comme dans le dernier plan où le Biden offre $1 400 sans condition aux particuliers américains, aux foyers fiscaux américains. Donc c'est de l'argent, au départ dans les 500 premiers milliards, il y avait une condition, c'était pour préserver l'emploi. Ensuite, il n'y avait pas de condition, c'était même pour payer et les salaires et les baux commerciaux. Donc c'est vraiment de l'argent versé aux entreprises. Ça leur a permis de soutenir l'activité jusqu'à maintenant. Et ce qui est assez important, c'est que Mario Draghi, dans la foulée, dès les premiers 500 milliards, c'est-à-dire durant l'été dernier, Mario Draghi, qui n'avait pas encore les responsabilités qu'on lui connaît aujourd'hui, avait immédiatement dit au titre de l'ancien président de la BCE, avait dit il faut exactement qu'on fasse la même chose en Europe pour soutenir nos PME, parce que c'est nos PME qui relanceront dans la grande globalité l'économie européenne. Donc c'est bien de l'argent qui va aux PME. Alors, il ne s'agit pas de prêt, mais je pense que l'État français, et là je parle en toute indépendance, puisque la Banque centrale est indépendante, mais l'État français a quand même distribué beaucoup d'argent aux PME, puisque le premier plan, pas le plan de relance, mais le plan précédent, c'était aux environs de 100 milliards d'euros aussi. Et dans ce plan, il y a quand même une très très grosse partie qui finance le chômage partiel. Et on peut dire que ça revient à faire des dons, pas aux entreprises, peut-être aux salariés, je ne sais pas. En tout cas, c'est de l'argent qui est reversé à l'économie, qui ne sera jamais remboursé. Et c'est bien de l'argent qui est mis à disposition des acteurs économiques par l'État français. Donc certes, ce n'est pas un don aux entreprises, mais les entreprises qui ont vu financer les salaires par l'État peuvent le comptabiliser comme tel quasiment. En tout cas, le résultat final est le même. Parfait. Nous arrivons bientôt au terme de cette émission. C'est exceptionnel dans son format, inhabituel en tout état de cause et très agréable à vivre. En tout cas, je vous dis ce que j'en ressens. Avant de passer la parole à Xavier Perret pour un mot de conclusion, ce que je voudrais vous demander à chacun de vous intervenants, c'est le conseil que vous donneriez aux entreprises qui sont présentes avec nous ce soir et qui nous écouteront également ultérieurement, puisqu'on pourra rediffuser cette émission, le conseil que vous donneriez. Et je vais commencer par Michel Dubois-Danguin depuis Le Mans. Évidemment, le premier. Le conseil que je donnerai aux dirigeants aujourd'hui, c'est de vraiment regarder leur prévisionnel et s'assurer de quelque chose, d'une fonction qu'on a assez peu balisée, qui est le financement de leur BFR. Je vois trop de clients qui laissent traîner leur poste client, alors qu'aujourd'hui, la Banque de France signifie qu'il y a une hausse des impayés. Le premier conseil aux dirigeants aujourd'hui, verrouillez votre poste client et faites des prévisionnels de trésorerie. La chose est dite. Merci Michel. François Bolu ? D'abord, je remercie Magali parce qu'elle ne travaille pas le lundi, hein, donc c'est sympa d'être venue. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Il faut le dire. On a bien communiqué ensemble. Alors, moi, je leur donnerais deux conseils. Le premier, ça serait garder le moral. Parce que c'est important. Je pense que c'est quand même, surtout un chef d'entreprise, tous les matins, il faut se lever. Il faut déjà garder le moral. Je crois que c'est déjà le nerf de la guerre. Et la deuxième chose, c'est aller voir, échanger ce qui a été dit. Échanger avec vos banquiers. Il faut que, plus que jamais, il faut qu'on dialogue. Plus que jamais. Merci François. Philippe ? Alors, garder le moral, effectivement, mais je pense que les chefs d'entreprise l'ont, puisque nos dernières enquêtes montrent que leurs prévisions sont très en phase avec nos prévisions macroéconomiques. Donc, garder le moral, effectivement. Anticiper, faire des prévisions de trésorerie, faire des scénarios, et puis communiquer. Alors, communiquer avec son banquier, communiquer avec la Banque de France, répondre aux messages qu'on va envoyer aux chefs d'entreprise. Donc, je crois que c'est vraiment ça, garder le moral, anticiper et communiquer.
Parfait. Juste avant ce mot de conclusion de Xavier par rapport à cette émission, parce qu'il dira le mot de la fin, je remercie à nouveau les équipes de Tessu de production qui ont investi les bureaux de Philippe Sen de Vialex avec moult caméras, fils, etc. Mais comme quoi, c'est possible également. Puis on espère également que ce type d'émission, qu'il est facile d'organiser finalement, avec simplement des professionnels, bah, vous donnera envie de vivre autrement le digital dans vos relations également d'entreprise, parce que ça peut encore durer également, y compris quand nous aurons repris des activités en présentiel un peu plus normales et que nous aurons retrouvé le plaisir de s'asseoir à une table de restaurant, partager un café, par exemple. Ce sera tout à fait possible. Donc merci à vous d'avoir préparé si bien, si vite cette émission de ce soir. Xavier, le mot de la fin. Je pense que tout n'a pas été dit. Beaucoup de choses ont été dites, mais on peut aller encore un peu plus loin. Ce webinaire doit sûrement en apporter d'autres. Sur le mot de la fin, moi j'aimerais parler un peu de la résilience. Alors c'est un terme qui est pour moi trop exploité, mais les chefs d'entreprise ont cette année fait preuve de résilience. Voilà. On parlait de morale, des chefs d'entreprise battants, etc. Les chefs d'entreprise ont appris à être résilients. Et je vois que la Banque de France, les banques, elles aussi, apprennent la résilience, c'est-à-dire à s'adapter à leur marché. Alors merci donc pour vos interventions. Et je tiens aussi à féliciter M. Philippe Seigne, qui va partir du Gard, qui va nous laisser, c'est dommage. Mais bon, pour une autre aventure. Merci pour tout le travail que vous avez fait depuis des années sur ce département. Merci à tous. Un plaisir. Et je suis encore prêt à vous accueillir. Parfait. Alors, à une époque, on disait Cognac G à vous les studios. Là, on rend l'antenne effectivement ce soir. Vous retrouverez l'émission en digital. Nous la diffuserons via les canaux de la CPME du Gard, qui était à l'initiative de cette émission de ce soir, pour vous permettre de continuer à nourrir vos réflexions sur ce PGE, les prêts participatifs également, et en discuter avec vous, avec votre banquier. C'est absolument essentiel et c'est maintenant que ça se passe. Bonne soirée.